Donc, je vais laisser la place à Michel Guillenot, qui est de la société Ténor Data Solutions, qui est un expert, un éminent spécialiste de la facturation électronique et qui va être en capacité de nous expliquer à tous, même ceux qui sont au fond là-bas, ce que c'est que la facturation électronique et qui va être notre partenaire pour vous accompagner dans cette réforme qui est bien sûr attendue avec impatience par l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la salle. Alors Michel, on parle de facturation électronique. Alors chez moi, je dématérialise mes factures, je les envoie en PDF à mes clients. C'est ça la facturation électronique, Michel? Alors non, pardon. Non, la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et progressivement jusqu'au 1er septembre 2027, c'est pas ça. D'abord, il faut comprendre que cette réforme, dont vous avez sans doute tous et toutes entendu parler, elle est obligatoire. Donc personne n'y échappera. Pas plus la grande entreprise que le travailleur indépendant assujetti à la TVA. Elle ne concerne d'ailleurs, cette réforme, que les sociétés établies en France et assujetties à la TVA. Les autres échappent à cette réforme. D'accord? Alors, elle est obligatoire, on l'a dit, c'est pas seulement un changement de format, puisque rappelez-vous, jusqu'à présent, vous pouvez émettre des factures au format papier, vous pouvez émettre des factures au format EDI ou au format PDF que vous envoyez par email. Et bien évidemment, en réception, c'est la même chose. Demain, c'est plus permis. D'accord? Au moins pour les transactions qui seront, on va dire, en B2B domestique. Si il y a un terme qui vous échappe, n'hésitez pas, vous m'arrêtez, vous me dites arrêtez. Oh, je t'arrêterai, Michel, t'inquiète pas. Très bien. Donc, transaction B2B domestique, vous ne pouvez plus envoyer ce type de format. Il faudra envoyer des formats électroniques. D'accord? Alors, c'est pas seulement un changement de format, puisque c'est pas uniquement une transformation d'un PDF vers une facture électronique, c'est aussi le fait que dans tout ce qu'il va falloir mettre en place, il va y avoir des échanges avec ce qu'on appelle, vous avez peut-être là aussi entendu parler, du PPF, le portail public de facturation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, alors on va dire paix à son âme, puisqu'il a disparu. Maintenant, il s'appelle le concentrateur de données fiscales, et donc c'est aussi en même temps qu'on envoie des factures, la plateforme va devoir envoyer des informations à l'État. D'accord? J'ai une petite question, du coup, Michel. Ouais. C'est quoi l'intérêt de l'État par rapport à tout ça? Alors, l'intérêt de l'État, enfin, vous ignorez pas l'actualité. En ce moment, c'est un gros sujet sur le budget. L'État, elle a deux ambitions. Alors, elle en a une qu'elle met en avant, mais c'est pas celle-là la vraie. La vraie, c'est que la fraude à la TVA en France, c'est 17 milliards d'euros par an. D'accord? Alors, soyons lucides, c'est quand même plutôt sur les transactions internationales que ça se passe, un peu moins sur les transactions domestiques, mais quoique. Donc la première ambition qui n'est pas mise en avant, c'est quand même celle-là, c'est la réduction, voire la suppression de la fraude fiscale. Et la deuxième, c'est d'être capable d'apporter aux entreprises, à travers la digitalisation, des gains de productivité. Aujourd'hui, vous le savez tous, vous avez des déclarations de TVA à faire. À horizon 2028-2030, ça devrait disparaître. C'est-à-dire que le fait de transmettre en même temps que vous transmettez des factures, transmettre des informations à l'État, devrait pré-remplir les déclarations de TVA. D'accord? Mais dans un premier temps, y compris 2026 et 2027, il faudra faire les deux. La bonne nouvelle, c'est que là, c'est la plateforme, c'est notre solution commune qui fera la partie qui vient de vous arriver et qu'on vous demande de faire en plus. D'accord? Alors, il y a deux échéances, je crois, ce que j'ai compris. Oui, alors il y a deux échéances. Il y a une échéance au 1er septembre 2026 où toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, j'ai bien dit toutes sans exception, devront avoir une PA, donc on parlait de PDP avant, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, plateforme de dématérialisation partenaire. Aujourd'hui, on parle de plateforme agréée, ce qui est assez cocasse d'ailleurs, puisqu'on n'est pas agréé pour le moment, mais on parle de plateforme agréée. Et donc, chacun devra avoir sa plateforme agréée pour pouvoir commencer de réceptionner des factures fournisseurs
parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, elles, dès le 1er septembre 2026, vont avoir l'obligation d'émettre des factures de vente au format électronique. Prenons un exemple simple, vous êtes client EDF, EDF c'est une grande entreprise, elle va envoyer ses factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Si vous n'avez pas de plateforme agréée pour les recevoir, ils les envoient nulle part. Clairement, ils vont vous couper l'électricité assez vite, je pense, si vous ne payez pas. Donc, nous, l'idée qu'il faut absolument, dès le 1er septembre 2026, avoir une plateforme de réception. Aussi simple soit-elle, y compris en ayant juste un accès portail, vous vous connectez, vous visualisez vos factures et ou vous les téléchargez, et ensuite vous pouvez les saisir à la main. D'accord ? Dans votre application comptable habituelle ou dans votre ERP. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, dans un premier temps, une intégration entre les deux. Mais donc, ça, c'est la première échéance. 1er septembre. Ce que tu es en train de septembre. me dire, Michel, pardon, c'est que, parce que les factures d'EDF, ça, c'est des frais généraux. Moi, j'ai l'habitude aujourd'hui de les saisir directement en compta. Mais par contre, je travaille pour Safran, pour Airbus. Il y a de fortes chances que ce soit des boîtes qui dégagent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont plus de 250. Donc, ils vont vous envoyer des factures au format électronique. Et donc, elles vont arriver dans votre PA. Et donc, dans la PA, vous pourrez aller les consulter et les télécharger afin de pouvoir les saisir dans votre ERP, dans TopSolid. Ou dans votre compta, si c'est dans la compta. D'accord ? Donc ça, c'est la première échéance. 1er septembre 2026, tout le monde doit avoir une PA en réception. Les grandes entreprises et les ETI doivent avoir une PA pour l'émission obligatoire, d'accord, de factures électroniques. Et ensuite, au 1er septembre 2027, c'est toutes les autres. D'accord ? Donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à partir du moment où elles sont établies en France et assujetties à la TVA, auront l'obligation d'émettre des factures électroniques sous les formats qui sont autorisés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Le but, c'est que ça ne soit pas un cours magistral. Toi, oui. Toi, je sais. Pardon ? Combien de PA sont envisagés ? Alors, on était censé être 70 au tout début, il y a 2-3 ans. Puis, c'était redescendu à 50. Et là, aujourd'hui, on est 112 immatriculés sous réserve. Il y en a d'autres qui sont en train de déposer leur dossier. C'est assez long de déposer son dossier. Il faut être ISO 27001. Et puis ensuite, il faut déposer un dossier, fonctionner les techniques auprès de la DGFiP. Et ensuite, vous êtes immatriculé sous réserve. Donc ça veut dire qu'on a dit votre dossier théorique, papier, etc. Il tient la route et donc vous êtes immatriculé sous réserve. C'est pour le moment, on est tous dans cette situation-là. On est tous immatriculés sur réserve. Là, on a démarré depuis le 1er octobre 2025, là, il y a quelques jours, ce qu'on appelle la levée des réserves. Puisqu'on est immatriculé sous réserve, ça veut dire qu'il faut qu'on lève les réserves. Donc la levée des réserves, en ce moment, c'est être capable de fournir les bons formats, tels qu'ils sont attendus par la réforme, les bons formats de facture, et de se connecter au concentrateur de données fiscales, le fameux feu PPF qui a disparu. D'accord ? Et pour nous, en tant qu'entreprise, ça veut dire qu'on va déposer nos factures dans un format PDF ou autre ? Non. On va y venir après. Non. Le PDF et le papier, à partir du moment où vous avez l'obligation d'émettre des factures électroniques, c'est terminé. Plus de PDF, plus de papier. Et pas de circuit parallèle. C'est pas, tiens, j'envoie une facture électronique avec mon client, et il m'appelle en me disant, tu voudrais pas me l'envoyer aussi en PDF parce que ça m'arrangerait ? Interdit. Vous n'avez plus le droit de faire ça. C'est interdit. Donc, on va expliquer comment tout ça, ça va se passer. Toutes les PA vont être dans des data centers. Les 112 sociétés, vous montez des réseaux. Alors, il y a peut-être des sociétés qui ont les moyens avoir leur propre data center. C'est pas le cas de Ténor. Nous, on a fait le choix de mettre toutes nos données, non pas en Europe, puisque ça, c'est le minimum requis. Nous, on les met en France, dans une société, dans une filiale d'une société que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Dassault Systèmes, qui a une filiale qui s'appelle 3DS Outscale, et qui est une société qui héberge en France. Les plus grands voleurs de France. Quoi. Pardon ? Les plus grands voleurs de France. Plus grands voleurs de France. Oui, ça, je sais, j'en ai déjà entendu parler de ça, ou moins lu sur LinkedIn. Oui, exactement. C'est entreprise par entreprise. C'est sirène
par sirène. C'est-à-dire que c'est pas une consolidation de groupe. Si vous faites partie d'un groupe qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ça le sujet. Si vous avez une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires parmi le groupe, c'est la taille de cette entreprise qui fait foi pour cette entreprise. Donc c'est entreprise par entreprise, sirène par sirène. C'est une question de M. Malizia, hein, ou Mme Grossin. C'est ça? On a été changé. Ok, donc moi j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu le cycle de vie d'une facture de chez moi, avec TopSolid ERP, à tout là-haut dans les cieux. Alors, ce qu'il faut qu'on dise, c'est, faut que je dise 3 mots des formats qui sont autorisés à s'échanger en termes de facture électronique. Il y a ce qu'on appelle les 3 formats du socle, d'accord? 3 formats du socle, il y a ce qu'on appelle une facture X. Alors, la facture X, c'est un projet qui a été mené conjointement entre la France et l'Allemagne, qui en Allemagne s'appelle une X-Rechnung. Pardonnez-moi, je ne parle pas allemand, pas un mot, mais donc je répète phonétiquement ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est une facture X. Une facture X, c'est un mode hybride. C'est à la fois un PDF, d'accord, donc une facture lisible, qui encapsule. Quand vous allez dans votre reader Acrobat, il y a un trombone, vous cliquez dessus et là, ça va ouvrir. Ça y est, il m'a spoilé mon truc. Ça va ouvrir un fichier totalement indigeste qui s'appelle un XML, ou un C2I XML plus exactement. D'accord? N'empêche que votre fichier facture X, c'est un point PDF. Donc, si vous envoyez une facture X à un client, c'est comme si vous lui envoyiez un PDF d'aujourd'hui. Mais en plus, il y a un petit fichier XML structuré qui va lui servir pour qu'il l'intègre directement dans son ERP. Donc, premier format, facture X, format hybride. Deuxième format, il y a le fameux C2I XML qui est dans la facture X, mais qui est aussi un format en tant que tel. En revanche, là, pour le moment, il y a dans un C2I XML, c'est un fichier pur de données. Il n'y a absolument pas de lisible, de représentation graphique d'une facture. Puis, il y a un troisième format qui est le format UBL, qui, lui, est aussi le troisième des formats du socle. Tous ces formats-là doivent répondre à une norme qui s'appelle la norme EN 16931. C'est une norme européenne qui définit qu'est-ce qu'une facture doit contenir, etc. Voilà, de façon, on va dire, universelle ou en tout cas à minima européen. Donc ça, c'est les formats qu'on s'échange. Je ne sais plus pourquoi je devais vous dire ça. Oui, le schéma, les flux. Donc ce qui va se passer, c'est que TopSolid va transmettre à la PA de Ténor des factures X. Ah oui, on a choisi facture X, parce qu'on a été sympa pour vous et pour vous faire migrer de façon par dose homéopathique vers la facturation électronique. On s'est dit, s'il y avait le PDF, ça permettrait d'avoir un facteur humain qui intervient et pas changer complètement vos habitudes. Donc, on va voir tout à l'heure que quand je vais générer une facture pour l'envoyer à Michel, il y aura un PDF qui me permettra de visualiser ma facture. Ce sera votre PDF, donc votre document RPT que vous utilisez aujourd'hui, s'il est bien fait. S'il n'est pas bien fait, il va falloir le retoucher. Je vous expliquerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Donc, vous émettez une facture. Encore une fois, votre client, il est B2B et il est établi en France. Donc, vous allez émettre votre ERP, au moment où vous allez générer la facture, TopSolid va générer une facture X. Cette facture X, elle est récupérée par la plateforme de Ténor, d'accord? Et nous, la première des choses qu'on va faire, c'est de la contrôler. Parce qu'en tant que plateforme agréée, on a l'obligation de contrôler les factures sur leur justesse réglementaire, technique, de contrôle, enfin, de données fiscales cohérentes, etc. D'accord? Donc, on la contrôle et ensuite, on va l'émettre vers une autre plateforme agréée, qui est la plateforme agréée de votre client, qui, lui, va la recevoir grâce à sa plateforme. Donc, les échanges se font forcément entre deux plateformes, PA. D'accord? En même temps qu'on fait ça, en même temps qu'on envoie cette facture à la PA de destination, on va envoyer, et c'est transparent pour vous, un premier flux de données fiscales à destination de l'État. On va prendre quelques données dans la facture électronique que vous nous avez envoyée, on va en générer un fichier et on envoie ça à l'État. L'envoi de la facture à votre client s'appelle le flux numéro 2.
Pourquoi? Parce que le flux numéro le flux numéro 1, c'est le fichier qu'on envoie, nous, de façon automatique et transparente pour vous, à l'État. OK? Donc ça, voilà comment ça fonctionne. De l'autre côté, l'APA reçoit, contrôle, et puis transmet à son client, voire en faisant une transformation de format. Imaginons qu'en face, vous ayez un ERP que je ne citerai pas qui accepte des IDOC, par exemple. Il va falloir que la PA de réception, elle prenne le facture X et qu'elle le transforme en IDOC. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transactions domestiques en vente. On passera aux achats après, mais on va continuer sur les ventes. Imaginez que vous ayez des clients à l'étranger. Vous avez un client, je sais pas, je dis n'importe quoi, un client belge. Pourquoi pas? Cette facture-là n'entre pas dans le cadre de la réforme. Pourquoi? Parce que c'est du B2B, certes, mais la société à qui vous l'envoyez, elle n'est pas établie en France, elle est en Belgique. Donc là, vous allez pouvoir continuer de lui envoyer le format que vous voulez. C'est-à-dire vous allez pouvoir continuer de lui envoyer du papier, vous allez pouvoir lui envoyer du PDF. Quand c'est pas de France à France, c'est avec le format que vous voulez. D'accord? Donc ça échappe à ce fameux flux e-invoicing qui est entre les plateformes. D'accord? Là, vous ne le passez pas par une plateforme. Vous pouvez l'envoyer directement. En revanche, comme il s'agit d'une transaction internationale de vente, vous allez avoir un flux de plus à produire pour l'État qui s'appelle un e-reporting. D'accord? Donc là, il faut que vous alliez, et notamment grâce à l'APA et à TopSolid, qui va nous constituer les e-reporting de façon automatique. On va recevoir le e-reporting, on va prendre ce e-reporting, on va le contrôler et on va l'envoyer à l'État. Le e-reporting, en fonction des régimes de TVA que vous avez, si vous êtes au régime normal, c'est tous les mois. Et là, donc, vous aurez, si c'est tous les mois, vous devez faire un e-reporting par décade, tous les 10 jours. Tous les 10 jours, il y a un regroupement de toutes vos transactions à l'international et ça génère un e-reporting et nous, on le prend, on le transporte. Si vous êtes au régime simplifié tous les 3 mois, c'est une fois par mois. Vous devez faire un e-reporting tous les mois. Je reviendrai sur l'e-reporting parce qu'il y en a d'autres. Là, on est sur le e-reporting de vente internationale. Dans l'autre sens, vous avez un fournisseur qui est déjà assujetti à la TVA. Il va envoyer sa facture sous un des 3 formats du socle à sa PA d'émission, qui va l'envoyer à la PA de réception, à votre PA de réception, et vous allez pouvoir, 2 façons de faire. Dans un premier temps, vous allez pouvoir consulter, télécharger cette facture, y compris parce qu'il y aura un lisible qui accompagne. Et dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, un jour, quand vous aurez digéré tout ça, vous pourrez faire une intégration directe entre TopSolid et l'APA. Et donc là, on vous remontera, on intégrera en écriture une facture. D'accord? Donc ça, c'est vente-achat domestique. Si vous avez un achat international, c'est de la même chose. Ça, c'est pas soumis à la réforme, surtout que là, pour le coup, votre fournisseur, il est étranger, donc la réforme française, il s'en fiche complètement. Donc, il va continuer de vous envoyer soit du papier, soit du PDF, éventuellement des formats EDI. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Ça échappe au PA, tout ça, sauf que, là aussi, e-reporting de transactions internationales, parce que vous aurez fait vous aurez fait un achat international. D'accord? Donc là aussi, il faudra faire un e-reporting. Troisième type de e-reporting, alors ça vous concerne peut-être un peu moins dans cette assemblée, c'est si vous faites des transactions B2C. D'accord? C'est-à-dire business to consumer. C'est-à-dire que moi, Michel Guyeno, je vous achète un bien, un service, mais je ne suis pas assujetti à la TVA, je suis un particulier. C'est pas soumis à la réforme sur les flux de factures, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, un PDF, un papier, ce que vous voulez. En revanche, même chose, e-reporting de transactions B2C. Vous devez déclarer la transaction B2C parce que vous aurez à un moment donné, moi je vous aurais payé 120 € sur quelque chose qui valait 100 hors taxe, vous avez récupéré 20 de TVA, il va bien falloir que vous expliquiez à l'État que vous leur devez 20 €. Dernier point, c'est ce qu'on appelle
les régimes de TVA sur les encaissements, décaissements, sur les factures de prestations. Ça peut vous concerner. C'est pas systématique, mais ça peut vous concerner. Vous avez bien imaginé que si c'est dans ce cas-là, vous avez émis une facture à destination d'une société, c'est une prestation de service, il va y avoir dissociation dans le temps entre le moment où vous allez être payé et le moment où vous avez émis la facture. Les biens, vous le savez, c'est sur les débits. Les prestations de service, ça peut être sur les débits ou sur les encaissements. Enfin, ou sur les décaissements, ou sur les crédits d'ailleurs. Et donc, il y a dissociation temporelle entre les deux. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire un e-reporting de paiement pour dire à l'État, j'ai envoyé cette facture, mais tu ne me prends pas la TVA, d'accord? En revanche, je viens d'être payé quelques jours plus tard, 45, 60 jours, peu importe. Et là, à ce moment-là, vous allez encaisser l'argent. Et donc là, c'est là, à ce moment-là, que vous allez faire un e-reporting de paiement via la plateforme de Ténor et via le logiciel TopSolid, dans lequel vous allez dire, j'ai été payé, donc cette fois, tu peux me prélever la TVA. D'accord? Donc, Voilà. Et donc, soit le règlement, vous l'avez pointé dans TopSolid, soit il a été pointé en compta, et là, on récupérera le FEC provisoire de la compta. Le FEC, c'est le fichier d'écriture comptable que vous devez donner à l'administration en fin d'exercice, mais vous pouvez aussi générer de tout logiciel comptable, puisque c'est obligatoire depuis 2014, un FEC provisoire qui est un format standard qu'on va pouvoir importer dans TopSolid pour mettre à jour les règlements clients, mais aussi, du coup, on va faire la même chose pour la partie fournisseur. Donc, ça veut dire que dans TopSolid, vous saurez si vous avez réglé les factures fournisseurs ou si vous avez, vos clients vous a payé. Et c'est cette information-là qui sera véhiculée dans un e-reporting. Tout à fait. Si on a certaines factures très généraux qu'en compta et d'autres sur TopSolid, on va avoir des fichiers FEC plus fichiers TopSolid. Alors, on récupérera également les règlements. Alors, non, là, il faudra que l'ensemble des factures soient dans TopSolid. Si on a un règlement d'une facture qui n'existe pas dans TopSolid, eh ben, il y aura un petit problème. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on sera obligé de faire des commandes d'achat dans l'ERP alors que... Non, mais à partir du moment où vous avez intégré le module Facture X, le module Facture X de TopSolid, vous allez le voir tout à l'heure, on va pouvoir récupérer de Ténor aussi bien des factures relatives à des achats et des réceptions que vous avez fait dans TopSolid. Donc là, le rapprochement va être automatique, alors qu'aujourd'hui, il est semi-automatique dans TopSolid, puisque vous traitez les écarts, alors que demain, les écarts ne seront plus à traiter, puisque c'est la facture directe du fournisseur qui va aller dans TopSolid. Et pour les factures d'EDF, vous pourrez également les traiter dans TopSolid, où là, on est en train de faire un module pour justement que vous puissiez faire votre affectation comptable. Donc cette facture fournisseur d'EDF, elle ira dans la compta, oui, et elle sera véhiculée également dans le FEC pour la mise à jour des règlements, puisque cette facture sera présente dans TopSolid. Il faudra juste créer un fournisseur EDF avec un article générique. Oui, voilà. Par carte bleue. Pardon ? Si on a un règlement par carte bancaire, on va sur Internet, on achète du matériel. Oui. Qui se fait. Donc là, on ne l'a pas aujourd'hui dans TopSolid. Comment ça va se passer? Il faudra le traiter dans TopSolid? Eh ben, ou alors le traiter en compta, mais ça veut dire qu'il vous faudra 2 PA. Ou la même qui fait tout. Hein? Ou la même qui fait tout. Ou la même qui fait tout. Enfin, quand je dis 2 PA, je dis deux circuits, 2 voies différentes. Bon, alors pour répondre à votre question, mais peut-être que je l'ai mal comprise, mais pour EDF, il n'y a pas de e-reporting. Société établie en France, achat français, il n'y a pas de e-reporting, il n'y a que du e-invoicing. Vous recevrez une facture d'EDF dans la PA. Pour les règles, pour la TVAD du possible. Alors sur l'EDF, vous êtes sur quel régime? Débit ou... Je crois qu'ils sont sur les D'accord, donc ça sera... En fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer EDF, mais comme eux, ils auront émis une facture dans laquelle ils auront mentionné notre société EDF et au régime de TVA sur les débits, ils seront prélevés de la TVA au moment où ils émettront la facture. Et par exemple, on va passer, par exemple, la maintenance, une entreprise de maintenance sur nos machines, Oui. prestation de services, Oui. sur les encaissements. Oui. Donc, nous, quand on va payer cette entreprise, c'est là qu'on déduit notre TVA.
Là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et vous allez payer votre encaissement, vous allez récupérer votre encaissement, enfin vous allez payer. Mais nous, il faudra qu'on donne Non, l'information. non. L'information est toujours côté fournisseur, Ok. d'accord? Sur les e-reporting, elle est toujours sur les côtés fournisseurs, elle n'est pas sur le côté. Mais nous, par rapport au FEC, on s'est dit, bah, autant on va mettre à jour les factures clients par rapport au règlement que vous avez effectué, bah, autant aussi récupérer les infos des fournisseurs. Après, il y aura une mise à jour ou pas une mise à jour, mais c'est votre action dans TopSolid ERP qui déclenche le fait que vous avez votre client à payer. Donc ça concerne que la partie vente. Oui, c'est une gymnastique. Ok, donc là, du coup, C'est bon, pardon Michel. c'est bon sur les circuits, c'est Ouais, clair donc là, pour en fait, vous on est sur ce qu'on appelle un schéma en Y, c'est ça? Ouais, on est en schéma en Y parce qu'il y a un fournisseur, un client, il y a une transaction qui se fait entre PA, forcément, et puis il y a toujours ce qu'on appelle le concentrateur de données fiscales qui, lui, est impliqué dans la réception soit du flux numéro 1 dont je parlais tout à l'heure, soit des e-reporting. Donc c'est ça le schéma en Y, en fait. D'accord? Donc ça, c'est si tout se passe bien. Par contre, s'il y a un... Parce que, bon, je travaille chez TopSolid, ça marche peut-être pas toujours du premier coup, moi du deuxième ou du troisième. S'il y a un problème au niveau des factures que j'envoie, qui est responsable? C'est Yannick Thomas, enfin je ne parle pas comme de moi à la troisième personne, c'est TopSolid, c'est toi, c'est Ténor? Ouais, alors c'est pas moi, non, mais c'est Ténor. Ouais. Je suis pas responsable sur mes deniers, mais oui, La c'est prison de Ténor. Saint-Quentin, elle est pas loin en plus, donc... Ouais. C'est pas la santé, hein, c'est... En fait, quand vous allez émettre une facture, enfin quand l'ERP TopSolid va émettre une facture X à notre destination, d'accord, nous on va la contrôler. On va appliquer ce qu'on appelle un schématron dans notre jargon. Un schématron, c'est quoi? Imaginez un QCM. Hein, vous êtes en examen, vous êtes étudiant, vous avez un QCM. À la fin, le correcteur, pour aller très très vite, il pose un calque là où il doit y avoir les bonnes réponses, et chaque fois qu'il n'y a pas, c'est pas coché là où il devait y avoir la bonne réponse, il dit c'est une erreur. Un schématron, globalement, ça marche comme ça, c'est-à-dire que tout est comparé par rapport à ce qui aurait dû être normal. De deux choses l'une, ou bien la facture elle est conforme, et dans ce cas-là, elle va recevoir quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais elle reçoit un statut de cycle de vie. Parce que chaque facture a un cycle de vie dans tout ça. D'accord? Et elle reçoit un statut. Ce statut est, la facture est conforme, donc le statut qu'elle reçoit, c'est déposé. Ça veut dire que pour vous, vous savez que la facture, elle est partie à la PA de votre client. En revanche, si elle n'est pas bonne, elle reçoit un statut rejeté. Et retenez bien, parce qu'il y a un autre statut qui a un nom un peu équivalent, mais c'est bien rejeté. Le rejet est technique, c'est-à-dire que c'est pas conforme, on la rejette. Deux façons de faire, ça dépend des ERP. Soit vous pouvez alors comme elle n'a pas d'existence légale cette facture, puisqu'elle n'a pas passé le seuil de la PA, puisqu'elle a été rejetée par la PA, vous avez la possibilité de la modifier et de la réémettre. On est informé comment? Ah ben on vous notifie, on vous dit attention, cette facture-là, elle n'était pas conforme, donc elle a été rejetée. Voilà la raison pour laquelle elle est rejetée et voilà comment il faut faire pour qu'elle ne le soit pas la prochaine fois. Alors, ce qu'il faut voir quand même, pardon, on va le voir tout à l'heure, mais déjà dans TopSolid, on va faire un certain nombre de contrôles. Ça qu'on ne pourra pas l'envoyer à Ténor si le client il est pas renseigné, si votre article, on ne sait pas si c'est une prestation ou un bien. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un peu de boulot dans TopSolid pour mettre en conformité les données de TopSolid avec la RFE, la réforme. Mais il y a déjà un contrôle dans TopSolid. Voilà, donc il y aura un premier contrôle dans TopSolid, il y a un contrôle au niveau de la PA, et si jamais là on commet une bourde, c'est-à-dire qu'on laisse partir une facture qui n'est pas conforme, l'amende c'est nous, parce que c'est nous qui avons engagé notre responsabilité. En tant que PA, c'est notre métier que de ne pas laisser partir des factures qui sont mauvaises. D'accord? Alors, encore une fois,
Si vous décidez de faire une fausse facture conforme techniquement à la réforme, on la laisse passer. On n'est pas là pour juger du bien fondé de la facture. On est juste là pour vérifier que techniquement, elle est conforme. D'accord? Donc, elle est soit rejetée, soit déposée. Si votre ERP ne permet pas de faire des modifications sur des factures, parce une fois qu'elles sont générées, on ne peut plus les modifier. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix. Ça s'appelle faire un avoir et remettre une facture. D'accord? OK. Donc, cette facture, elle va chez votre client, qui, lui, a sa PA, qui peut éventuellement la rejeter. Ça serait assez rare, parce que ça voudrait dire qu'on l'a laissé passer, mais pourquoi pas? Donc, lui, il va l'accepter. Et de l'autre côté, en fait, le client, lui, il n'a qu'une possibilité quand on utilise les statuts dans la catégorie obligatoire, parce qu'il y a plusieurs types de statuts. Il y a plusieurs catégories, il y a des obligatoires, des recommandés par la DGFiP et des facultatifs. Si votre client n'utilise comme vous, par exemple, que les obligatoires, alors il va soit décider de payer cette facture, soit refuser de la payer. Et dans ce cas-là, il doit vous donner un statut qui s'appelle « refuser ». Et le refus, il y a un code motif pour ça, mais pour autant, le seul statut parmi les obligatoires que va vous donner votre client, c'est le statut refusé. C'est-à-dire que s'il décide de la payer, il vous remontera aucun statut obligatoire. Il peut vous remonter des statuts facultatifs ou recommandés, mais aucun obligatoire. Ce qui veut dire que vous ne le saurez même pas. Enfin, vous le saurez au moment où vous serez payé. Et à ce moment-là, vous vous redonnerez un statut sur cette facture qui sera le statut encaissé. J'ai encaissé l'argent. D'accord? Donc ça, c'est les statuts obligatoires minimalistes. Et il y a après, comme je vous le disais, il y a des statuts qui sont recommandés par la DGFiP, où là, pour le coup, le client va être capable de vous donner des statuts un peu plus verbeux, avec un peu plus d'informations. Je l'ai prise en charge, votre facture, je suis en train de la traiter, elle est en litige, je l'ai mis de côté elle est en suspens, etc., etc., etc. D'accord? Quand vous avez une facture de type refusé avec un client, ça démarre un processus dont vous avez bien l'habitude, c'est celui de traiter le litige commercial. Parce que refuser, ce n'est qu'un motif de refus commercial. C'est je ne veux pas la payer parce que je ne suis pas content. Voilà, je n'ai pas envie de la payer, je ne la paie pas. OK? OK. Donc en résumé, TopSolid ERP est une interface qui envoie des informations de façon automatique à la PA de Ténor. Ténor se charge de transmettre et de réceptionner ces éléments en garantissant la sécurité des données. Et puis, Ténor s'engage, entre guillemets, à assumer son rôle assurer de la PA. conformité réglementaire. Absolument. OK. Et à quel coût donc pour nous? On verra tout à l'heure ça. Tout à l'heure, on se voit à l'apéro et on en parle. On boit 2-3 verres et puis on parle. Mais du coup, comme il y a plein de PA différentes, en fait, comment, par exemple, TopSolid, vous êtes que notre PA, Alors il nous, y a on tel reçoit une PA, facture, on a pris TopSolid, il est l'engagement connecté à la PA de de Ténor. distribuer 100% des Oui, Et mais factures après, dans les... c'est des standards de communication, il y a des Ça normes. veut dire que dans les 4 heures, Donc, la PA est collectée donc au nous, on n'aura pas Ah besoin non, de dire à ça n'a rien à voir. Dans les 4 heures, la facture a été contrôlée, elle a été reçue, contrôlée, transmise. Oui, mais ça veut dire qu'elle également. On va en parler après. Et elle est en effet, on informe l'État que cette facture a été transmise. Et donc, ça ne change rien sur les échéances de TVA que vous avez. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez envoyé cette facture il y a 17 secondes que vous devez payer la TVA immédiatement. Ça va rester comme c'est aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire que cette facture-là, disons que j'ai oublié les frais de transport, je ne pourrais pas la modifier. Il faudra que je fasse une autre facture complémentaire pour faire les frais de transport avec de nouvelles. Soit vous faites un avoir dans TopSolid de type annulation de facture, Oui, vous pouvez faire ça. d'accord, et vous refaites votre facture avec, vous refacturez votre BL en rajoutant les coûts de Ou transport. alors vous faites une facture complémentaire, juste des Ou une frais de facture transport. complémentaire. Direct. Ça sera pareil selon les coûts de l'entreprise, sans se mettre du Non. À partir du moment où elle a franchi le seuil de la PA, vous ne pouvez plus la modifier. C'est en amont que vous pouvez. Voilà, donc la flexibilité qu'il peut y avoir dans TopSolid
ou dire voilà, j'ai envoyé une facture chez mon client, je sais que vous le faites pas, mais je vais en parler quand même, et que le client il l'a pas encore comptabilisée, il peut la déchirer, vous la corrigez, et vous lui renvoyez. Voilà, ça c'est fini. Une facture qui est partie en compta, normalement, alors il y a des comptables dans la salle. Cette facture, on peut pas la modifier. Hein, on peut pas annuler l'export, n'est-ce pas, Karine? Voilà. Donc ça va rigidifier quand même un peu plus le système. Juste pour vous mettre à l'aise, 95% des factures échangées en France aujourd'hui ne sont pas conformes. C'est-à-dire? Eh bien, il manque des mentions obligatoires où on fait des pratiques de ce type en disant « Non, mais tu la comptabilises pas, attends, je t'en renvoie une autre, tu la déchires et je t'en renvoie une. » C'est totalement interdit, ça. Et en cas de contrôle, normalement, en cas de contrôle fiscal, il vérifie en fait si toutes les mentions obligatoires apparaissent au niveau des factures. Oui. Donc, théoriquement, tout le monde devrait Ils sont sans doute pas suffisants pour contrôler toutes les entreprises et toutes les factures. Mais aujourd'hui, je vous garantis que 95% des factures sont non conformes. Ça se fait pas trop dans les contrôles fiscaux parce qu'il y a une délégation spéciale qui sont passées chez nous, qui effectivement, j'oublie le nom du service, mais qui est spécialisée dans le contrôle des factures. C'est pour ça que souvent ça ne tombe pas dans le périmètre d'un contrôle fiscal, c'est parce qu'il y a des vérificateurs spécialisés qui, s'ils tombent sur votre entreprise, effectivement vérifient ça et vous prenez une amende de 150 € par mois. Voilà, donc juste pour parler de coût, M. Favy, une facture non conforme, c'est 50 €. Ce sera 50 € avec la facturation électronique à hauteur de 15 000 €. Voilà, et pour payé par nous cette fois. Voilà, et pour Ténor, c'est pour l'EPA, c'est une amende de 45 000 € avec un risque potentiel d'avoir une désimmatriculation. Voilà. Donc vous aurez rapidement amorti le module, ce Favy. C'est un module complémentaire, c'est ça? J'en sais rien. C'est à moi de vous parler. Ok. Alors, juste pour vous montrer quand même que ça bouge, et ça risque encore de bouger, c'est qu'en le 15 octobre 2024, jusqu'au 15 octobre 2024, on n'avait pas besoin de PA. On pouvait, à partir du module FactureX de TopSolid ERP, prendre les fichiers et les déposer directement sur le portail public de facturation. On avait à l'époque validé tout ça, puisqu'on pouvait, on avait validé le format des fichiers, etc. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé là, dans la nuit du 14 au 15 octobre. Le lobby des éditeurs. Ah, je me suis pas permis de dire ça. Non, j'en sais rien. Ils se sont rendus compte que ça allait être trop compliqué, qu'ils n'allaient pas être prêts. Tout à fait. Donc en fait, à l'origine, il y avait des PDP agréés, privés, et puis il devait y avoir le PPF, qui lui aussi devait être une PDP, et qui avait la particularité de se limiter au format du socle et ne surtout pas gérer les formats EDI. Donc vous qui êtes des sociétés industrielles, vous pourriez avoir des échanges EDI avec vos fournisseurs ou avec vos clients. Vous n'auriez pas pu passer pour ces flux-là par le PPF parce qu'ils n'en voulaient pas. Ils n'acceptaient que les 3 formats du socle. Néanmoins, il avait comme particularité intéressante d'être gratuit. Donc en effet, tous les éditeurs de logiciels, tous les éditeurs de ERP, eux, ils se sont dit, nous, on va faire tout ce qu'il faut pour se connecter nos clients au PPF, et au moins nos clients, ils auront une PDP gratuite. Sauf qu'en patatrac, en effet, 15 octobre 2024, après 2 ans d'échecs où ils n'ont pas réussi à écrire la moindre ligne de spécification pour faire le PPF, et que ça a quand même coûté 130 millions d'euros, juste pour info, ils ont décidé de dire il y a 2 façons de faire, soit on refait un report de plus, soit on abandonne nos ambitions. Et donc, ils ont abandonné leurs ambitions d'être PDP. Donc, le portail public de facturation, aujourd'hui, n'est plus PDP. Il n'est plus PA non plus, d'ailleurs. Il n'est juste que concentrateur des données fiscales. Donc, il a décidé l'État, en tout cas la DGFiP, a décidé de confier à l'AFNOR 2 sujets. 1, les statuts du cycle de vie. 2, un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui des cas d'usage. J'y reviendrai après. Et donc l'AFNOR, aujourd'hui, on reçoit des spécifications pour pouvoir faire notre plateforme
à la fois de l'AFNOR sur les sujets de statut et sur les sujets de cas d'usage de l'AFNOR et de la DGFiP pour tout ce qui est reporting, parce qu'il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est la TVA, bien évidemment. D'accord? Donc c'est ça qui a changé. Ok, bon. Alors, On parlait beaucoup de domestique, l'export, bon, j'ai compris que c'est des processus, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont dématérialisés et qu'on peut imaginer demain avoir des connexions? Absolument. C'est une très très bonne question. Alors, il y a déjà un certain nombre de pays qui ont basculé dans la réforme. Alors, la Belgique n'a pas basculé encore. Non. Mais le Luxembourg, uniquement pour les transactions qu'on appelle B2G. C'est-à-dire que si vous avez un client étatique au Luxembourg, vous avez l'obligation d'aller déposer des factures électroniques sur le portail de Luxembourg. D'accord? Mais c'est la seule chose. Il n'y a pas de B2B au Luxembourg pour le moment, il n'y a que du B2G. Les pays qui ont dématérialisé, la Roumanie, 1er janvier 2024. Portugal. Le Portugal, l'Italie, qui passe par un truc un peu particulier qui s'appelle le SDI. En Roumanie, ça passe par quelque chose qui s'appelle l'ANAF. C'est le portail roumain. D'accord? Le prochain pays, c'est la Belgique, au 1er janvier 2026. Et c'est notre priorité en termes de développement, puisqu'on a quelques clients dans le Benelux et qui, à partir du mois de janvier, vont devoir, avec TopSolid RP, émettre des factures. Le suivant, ce sera la Pologne au 1er avril, et ensuite la France au 1er septembre. Et ensuite, il y aura l'Allemagne l'année prochaine, en 2027, et l'Espagne qui va sans doute pas tarder de plonger aussi. La Turquie, ça fait 10 ans. La Malaisie, ça fait quelques mois, mais eux, en 2 mois, ça a été plié. La différence, c'est que nous, on a inventé une usine à gaz qui est assez impressionnante. Hein. En Roumanie, il n'y a pas de reporting. Peut-être qu'ils auraient dû en mettre. Il n'y a pas de e-reporting en Belgique. Eux, ils ont dit on va attendre la prochaine directive européenne qui s'appelle la directive VIDA. Vous entendrez peut-être parler de ce terme-là. Vous avez parfaitement raison. Ça ne devrait pas nous faire rire pourtant. Hein. Parce que le format de e-reporting qui a été choisi en France aujourd'hui, il n'est juste pas conforme à la directive VIDA. Donc en 2028-2030, parce qu'on ne sait plus trop avec les reports successifs, il va y avoir une harmonisation justement de ces e-reporting au niveau international. Et on va encore payer. Et en effet, il va y avoir un format apporté par la directive VIDA qui n'est pas celui qui a été choisi par la France. Les Belges ont décidé d'attendre, les Roumains ont décidé d'attendre, nous on a décidé d'y aller, mais pas avec le bon format. Non, je fais un peu de French bashing, mais parce que de temps en temps, il faut en sourire quand même, parce que c'est un peu lourdingue. Hein. Nous, on attend, par exemple, sur les e-reporting, alors qu'on doit commencer les tests et tout en janvier. Voilà, on a jusqu'au 14 janvier hein, pour faire la levée des réserves. Sinon, après, on sera en retard et on passera au calendrier grec. On n'a juste pas les specs des e-reporting. Hein. On les attend. On devait les avoir en juin. Puis après, on nous les a promis en septembre. Puis après, aux vacances de la Toussaint, et puis, vous voyez, les vacances de la Toussaint sont passées et on les a pas. Hein. Donc, il va falloir que nous, on pédale sans doute entre décembre et janvier, comme des fous. Quand je dis nous, c'est toutes les PA, pour pouvoir se mettre en conformité avec ce qui va changer. Et c'est pas exclu que ça change, quoi. Il y a un sujet, par exemple, sur le e-reporting. Je vous ai dit qu'il y avait 4 e-reporting. Pour le moment, c'est 4 fichiers différents. Demain, on entend dire que ça pourrait être qu'un seul fichier qui comporterait tout. Sauf que pour nous, c'est pas la même chose de faire 4 fichiers ou d'en faire un. En termes de dev dans notre plateforme, c'est pas la même chose, quoi. Donc il faudrait peut-être qu'ils nous le disent très vite. Oui, absolument. Mais ça, normalement, c'est censé remplacer tout ça, et un jour, ça, voilà. Donc oui, notre plateforme, pour conclure sur le sujet international, notre plateforme, elle est PA pour la France, mais elle est internationale. On est déjà compatible avec l'Italie, avec la Roumanie, on le sera avec la Belgique dans 1 mois et demi, 2 mois. Et puis ensuite on attaque la Pologne, et puis on fera la France, et puis après on fera l'Allemagne et l'Espagne. Donc non, nous on a décidé d'avoir une plateforme internationale. Pourquoi? Parce que nos clients sont des sociétés internationales maintenant. Enfin, ils ont toutes des filiales à l'étranger. Donc
Et les reporting, ça se dédouane des devs ou ça n'a rien à voir avec ça? Pardon? Les reporting, ça se dédouane, enfin, ça nous dédouane des devs ou ça n'a rien à voir? Ah non, non, ça, pour le moment, ça vous dédouane de rien du tout. C'est en plus. D'accord? En revanche, à l'horizon 2028-2030, j'en sais rien, ça devrait faire supprimer tout ce que vous avez à faire en termes de déclaration de TVA. Ça devrait se substituer. Ok, ça marche. Donc, Oui. par rapport. Une question. Vous pédalez pour vous mettre à jour, mais nous devons pédaler aussi pour nous mettre à jour parce qu'on ne va pas attendre de Et oui, c'est bien. voir si on est conforme ou pas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Certains, pour vous informer de. certains éditeurs ont déjà mis en place des outils à partir du numéro sirène, puisque c'est le numéro qui est reconnu et qui va servir partout, pour pouvoir mettre à jour les données. Ouais. Donc, je voulais savoir s'il y avait un outil en Absolument. préparation pour nous aider aussi sur TopSolid, Oui. d'abord, et ensuite, est-ce qu'on va pouvoir avoir des tests pour savoir si on est compatible? Alors, il y a deux questions très différentes dans votre sujet. Aujourd'hui, quand vous émettez une facture, il va falloir mettre à l'intérieur de ces factures des nouvelles mentions obligatoires, au-delà de celles qui sont déjà obligatoires. Aujourd'hui, il y en a 5 nouvelles mentions obligatoires. Il va falloir mettre le sirène du destinataire, le SIRET du destinataire, son code service. Vous allez devoir expliquer quel est votre régime de TVA sur les prestations de services, donc comme on le disait tout à l'heure, débit encaissement. Et la dernière des informations qu'il faut que vous donniez, c'est le type de facture. Une facture, elle est de biens, de services ou mixte. Toutes ces infos-là vont devoir apparaître dans la facture dorénavant. Donc, en plus, ce trio d'informations, sirène, SIRET, code service, ça sert à quoi? C'est-à-dire, ça sert à la PA d'émission. Nous, on récupère ces informations dans le flux de données. On va interroger l'annuaire des entreprises qui est géré par le PPF, d'accord, enfin par l'État, et ça nous permet de dire, tiens, on sait quelle est la PA de destination. Donc, on l'envoie à la bonne PA. Ce qui veut dire qu'en effet, première des choses que vous avez à faire, c'est à minima de mettre à jour vos bases tiers et vos tiers clients. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une méthode un peu brutale qui est d'appeler vos clients en disant c'est quoi votre adresse électronique de facturation. Et à ce moment-là, votre client vous donne son adresse et vous allez pouvoir mettre ça dans la fiche tiers. Il y a une deuxième méthode un peu plus, on va dire, pertinente, c'est celle de dire comment est-ce que je peux récupérer les infos de l'annuaire. Aujourd'hui, les infos de l'annuaire, elles ne vous sont pas accessibles. Il n'y a que les PA qui ont le droit aux infos de l'annuaire. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est que toutes les nuits, on va aller aspirer tout l'annuaire des entreprises. D'accord ? On va les poser sur un site à nous. Et vous allez pouvoir faire des appels grâce à TopSolid, sans doute, via les API, et pour dire mets-moi à jour cette fiche tiers. Alors, quand les autres, et je vais dénigrer personne, hein, mais quand les autres vous disent on a déjà mis en place des outils, ils ont juste mis en place ce que tout le monde a mis en place, c'est-à-dire la connexion à l'annuaire et la capacité à l'annuaire, y compris d'écrire. Parce que notre responsabilité, si vous nous choisissez en tant que PA, de réception, nous, on a l'obligation d'aller décrire votre structure organisationnelle, donc ces fameux sirènes, SIRET, code service à l'inverse, pour que vos fournisseurs ils puissent vous adresser les factures. Mais l'annuaire, en ce moment, il est quand même très, très vide. Parce que entre nous, là, qui a choisi sa PA? Voilà. Donc, si à partir du moment où vous n'avez pas choisi votre PA, les infos ne sont pas dans l'annuaire. Si les infos ne sont pas dans l'annuaire, vous pouvez mettre n'importe quel outil à disposition des autres sociétés, ils vont charger du vide. Donc, nous, on n'est pas mieux que les autres, pas moins bien. On est juste, là pour le coup, on a déjà passé la certification sur la connexion à l'annuaire, sur la capacité à télécharger des infos de l'annuaire ou capacité à écrire dans l'annuaire. Et donc, on va lancer le sujet de la réplication de l'annuaire et vous pourrez venir interroger la base. Mais encore une fois, vous serez sans doute obligé de le faire un certain nombre de fois avant que l'annuaire soit rempli, quoi. Et d'ailleurs, l'annuaire ne sera pas rempli avant 1er septembre 2026 à minima. Hein. Voilà. La deuxième sujet, c'était... Eh ben, on ne va pas attendre que Non. la facture soit émise que la PA nous fasse un retour au niveau de la conformité. Est-ce qu'il y a un test de prévu
Pour vérifier que votre facture, ça on le fait avec TopSolid. Eh oui, parce que en fait la facture qui va être générée, ça va être globalement en termes de données la même pour tout le monde. Et donc on fait le test avec TopSolid. C'est bien pour ça qu'au-delà du partenariat, on travaille ensemble sur comment on fait ce que nous on appelle un pré-paramétré ou une solution, on va dire un peu packagée, que ça génère les factures, que ça gère la réception des factures, que ça gère les reportings, que ça gère les statuts, que ça fasse les fameux appels API, qu'on puisse mettre à jour les fiches tiers par des appels API, etc. Donc ça, c'est soit on le fait individuellement dans chaque société, mais ça va vous coûter tous la même somme un peu chère, soit on le fait une fois avec TopSolid, c'est ce qu'on est en train de faire, et après on n'aura plus qu'un déploiement relativement simple à faire avec vous. Est-ce que ça répond à ma question? Ouais. Moi, j'aurais une question complémentaire à la question de madame, parce qu'effectivement, vous dites que vous allez faire des tests avec TopSolid pour valider tout ça. Oui. Donc, opérationnellement, nous, à partir du moment où vous avez une échéance qui est fixée pour vous en septembre 2026, il faut quand même qu'on puisse caler avec TopSolid des phases de test en interne. Parce que bon, on a tous des directions qui veulent savoir si ça va marcher et si on sera prêt, parce qu'on est là tous ici payés pour mettre en place pour respecter les obligations imposées par l'État, on peut dire comme ça. On est tous payés pour travailler pour l'État. Et en fait, voilà, c'est concrètement, c'est que ça. Concrètement, déjà, on va en reparler. C'est encore des sujets que j'ai préparés, mais le plus compliqué, c'est pas la partie, si je peux me permettre, la partie PA, liaison TopSolid ERP, ça c'est transparent pour vous. C'est tout le travail préparatoire que vous allez avoir à faire. L'analyse de vos processus de facturation. Vous facturez tous les combien de temps? Qui facture? Quels sont les cas d'usage? 37 cas d'usage, 36 maintenant. 37. Bientôt 43. Eh oui, attendez. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pour ça que on a insisté pour que beaucoup de nos clients soient là. Il en leur manque un certain nombre pour leur expliquer que on va avoir du job, nous, consultants. Vous allez avoir aussi du job, et on va le voir tout à l'heure, pour mettre en conformité les données que vous avez aujourd'hui avec l'attendu de la RFE. Donc il va y avoir des échanges entre TopSolid qui va nous donner. Il va falloir qu'on aille chez vous, qu'on paramètre de contrôle. Il y a un vrai accompagnement. Oui. Mais vous allez le voir à travers ma présentation. Et il va y avoir Avant que vous posiez votre question, est-ce que je peux en poser une, moi? Le plus important, c'est quand même septembre 2027, c'est-à-dire qu'on a 2 ans pour mettre en place TopSolid ERP version 5.19 et avoir travaillé sur ce sujet. Mais il ne faut pas attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 31 août 2027 pour s'en inquiéter. Hein. Mais moi j'ai une question parce que là on a jusqu'à septembre 2026 pour pouvoir réceptionner en fait, si j'ai bien compris. Et par contre pour envoyer on a dit jusqu'à 2027. Mais si on travaille avec des gros clients qui par exemple, nous on a des clients par exemple qui étaient avec Chorus déjà, chez qui on a déposé chez Chorus, peut-être qu'avec ces gens-là on sera obligé avant septembre 2027 de leur déposer en fait les factures. Sauf erreur de ma part, Chorus va toujours exister. Ouais, je résume tout ça juste après. Une question. Quelles sont parmi vous celles qui possèdent une société qui serait une ETI dans cette salle? Est-ce qu'il y a parmi vous une ETI? Vous en avez une? ETI? C'est quoi une ETI? De plus de 50 millions d'euros. 50 millions de chiffre d'affaires, 250 salariés et 43 millions au bilan. 2 critères sur 3. Ça dépend si on se passe en 31/12/2024 ou 31/12/2025. Pour moi, c'est 31/12/2024. Mais à vérifier quand même. Donc, globalement, allez, à l'exception de vous, potentiellement, il n'y a aucune ETI dans cette salle. Ce qui veut dire que la seule obligation que vous avez à court terme, et à court terme c'est dans 1 an, un peu moins, c'est d'être capable de recevoir des factures dans votre PA. Le minimum,
c'est de faire zéro intégration entre TopSolid et notre PA en réception. Je ne parle pas en émission, je parle en réception. D'accord? On peut commencer par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit vous ouvrir un compte et un coffre-fort par société. Temps estimé, un quart d'heure. D'accord? Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a ça, que vous avez créé vos utilisateurs, que vous avez compris la mécanique de comment on crée des utilisateurs, comment on leur donne des droits, etc. dans l'application, en fait, vous êtes en mesure de recevoir vos factures. Et là, tout va bien. La prochaine échéance, c'est celle du 1er septembre 2027. Parce que pour le 1er septembre 2026, le sujet des tiers, vous en fichez complètement. C'est la responsabilité de votre fournisseur de le faire, pas vous. C'est que pour les clients qu'il faudra bien remplir. Ah bien sûr. Mais non, parce que, encore une fois, pour qu'on puisse envoyer à la bonne PA, nous, il faut qu'on ait ce trio d'informations dont je parlais. Et sur les fournisseurs, on s'en fiche, puisque nous, on est en réception, on nous adresse. Si votre fournisseur il s'est trompé dans sa fiche tiers, ça va à la mauvaise PA. Tant pis, Voilà, vous verrez plus tard. Vous installez la PA, dans un premier temps, vous restez dans la version 5.16, d'accord, et vous avez le même mode de fonctionnement qu'aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas attendre le 31 août 2027 pour nous appeler, pour nous dire, Monsieur Thomas, je voudrais mettre la 5.19. Oui, parce que pour info, moi, ça fait 3 ans que je bats le pavé sur la réforme, hein, et c'est aujourd'hui que tout le monde commence à prendre peur. Et pourtant, on l'a dit depuis 3 ans qu'il fallait y aller, avancer, parce qu'on peut faire plein de choses. Nous, on est déjà en production aujourd'hui, notre plateforme, même si tout n'est pas fini. Le e-reporting, c'est pas fini, on n'a pas les specs. N'empêche que tout le reste, on est en production. On a des clients qui reçoivent des factures, on a des clients qui émettent des factures. On en a même un qui gère les statuts de cycle de vie avec ses fournisseurs. On avance de phase. Tout ça, on a le droit d'anticiper dans la réforme, on n'a pas le droit d'être en retard. Donc, encore une fois, je vous encourage à aller vite, choisissez votre PA. Si c'est nous, on sera ravis, mais plus que ravis même, mais choisissez. Mais alors, qu'est-ce qui va différencier les PA en fait? Comment on va dire, on prend celle-là? Il y en a une qui va être interconnectée directement avec TopSolid, avec des coûts positionnés sur le marché de façon intéressante, puisqu'il y a des coûts de transaction par facture. Et puis après, si c'est une autre PA, c'est des développements spécifiques. Et bien évidemment, ces clients-là passeront pas en priorité, puisqu'il va y avoir un goulet d'étranglement et on n'a pas les ressources, il n'y a plus personne de la direction, mais on n'a pas les ressources illimitées en termes de développement. Vous avez le droit à autant de PA que vous voulez. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs PA si ça vous chante. Le problème, c'est si vous avez plusieurs PA, vous avez plusieurs projets, plusieurs interfaces, plusieurs fois les coûts, plusieurs coffres-forts, et ça sera vraiment casse-pied. Voilà, donc moi je vous invite à pas en prendre trop si vous pouvez en prendre qu'une. Hein. Ok, on va avancer un petit peu parce que là tu es en train de bouffer le... Les données obligatoires, j'en ai parlé. Hein. Tout à fait. Ah oui, les logiciels comptables. Ça c'est lié à la directive VIDA, mais qui ne va pas nous toucher tout de suite, qui nous touchera en 2028-2030, on ne sait pas trop encore. Dans le e-reporting aujourd'hui, en fait, on donne que des données assez agrégées. C'est-à-dire qu'en gros, imaginez, vous avez émis 30 factures à l'international au cours de la dernière décade. Donc là, on va transmettre un fichier dans lequel il y aura marqué 30, le nombre de transactions, la somme des hors-taxes, la somme des TVA et la somme des TTC, et les pays destinataires, etc., etc. D'accord ? Donc ça, relativement simple. Le logiciel comptable, aujourd'hui, il sait le faire, ça. Là où ça va se compliquer, c'est en 2028-2030. Pourquoi? Parce que dans les e-reporting, non seulement il faudra mettre ces données-là, mais il faudra donner toutes les lignes de détail de votre facture. Donc si on pousse le bouchon jusqu'à l'extrême, imaginez un supermarché, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la marque, transaction B2C, le ticket de caisse, et le e-reporting, c'est le ticket de caisse. Hein. Big Brother is watching you. Alors, pardonnez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de grande distribution ni d'industrie agroalimentaire dans cette salle, mais le sujet des ah non, c'est pas moi, c'est l'autre, hein, dans le sujet des prix aujourd'hui à la consommation, là c'est fini, hein, parce que là l'État il saura tout, il saura à quel prix ils ont acheté, à quel prix ils ont vendu, qui a pris quelle marge, etc.
Donc la directive VIDA en 2028-2030, elle obligera les sociétés à donner le détail ligne à ligne de toutes les transactions. Donc ça, les logiciels comptables, à moins qu'ils n'évoluent d'ici là, ils ne savent pas le faire. D'accord? Donc il vaut mieux que vous fassiez vos e-reporting sur la base de ce que va vous donner les ERP, et notamment TopSolid, plutôt que sur un journal d'achat ou un journal de vente dans votre application. Pardon. On va résumer tout ça, Michel? Attends, j'ai une question. On va recevoir les factures fournisseurs dans notre PA. Après, on peut la transférer dans notre compta comme on faisait avant, avec Alors, la liaison comptable. Il y a deux étapes que vous pourrez activer, la première puis la deuxième ou directement la deuxième. La première, c'est ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est de dire dans un premier temps, y compris pour vous donner un peu d'oxygène, vous pouvez recevoir les factures de vos fournisseurs dans la PA. Nous, on a l'obligation de générer à la volée en temps réel un lisible, parce que si c'est une facture X qui avait un format PDF encapsulé, ça va bien, c'est ça le lisible. Mais si vous recevez un UBL ou un C2I XML, c'est pas un lisible. Donc nous, la PA, elle prend ce fichier-là et elle vous met un lisible à disposition. Ce lisible, vous le prenez, vous le regardez, vous saisissez en compta ou dans TopSolid. Vous rapprochez la facture manuellement comme vous le faites Vous aujourd'hui la dans saisissez TopSolid. à la main pour faire simple là où vous devez la saisir. Pas de gain au niveau coût administratif. Ça, c'est l'étape 1, la plus basique, mais qui, encore une fois, est conforme, vous permet de faire les choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez un outil qui vous intègre directement les factures. La deuxième étape, c'est en effet de dire, cette fois, on met un lien automatisé entre la PA et TopSolid d'une part. Si en effet, à un moment donné, pour plein de raisons, il faut aussi faire un lien vers la compta, on le fera. Et souvent, je reçois la facture dans TopSolid, donc je la rends dans TopSolid et après je la transfère dans ma compta. Oui, mais avec une écriture. Oui, un lien. Oui, tout à fait. Et ça, on continue de faire ça. C'est-à-dire que nous, dans un premier temps, peut-être que vous choisirez de le dire, tant pis, je saisis à la main. Ou alors vous nous direz tout de suite, non, nous, on ne veut pas la saisie à la main, on veut directement le projet définitif avec une intégration. La facture arrivera directement dans TopSolid et puis après, vous ferez les écritures entre TopSolid et votre compta. Le programme de liaison compta ne change pas, ne disparaît pas, il va toujours exister. L'intégration. La seule chose, on va le voir tout à l'heure, c'est le rapprochement qui se fait automatiquement, alors qu'aujourd'hui, c'est manuel. C'est-à-dire que le traitement des écarts, il n'y aura pas à le faire. C'est-à-dire que s'il y a un sous-total net qui est différent entre ce qui est attendu dans TopSolid et ce qu'il y a sur la facture, c'est la facture fournisseur qui fait foi, c'est elle que vous transférez en compta. Donc, mais vous allez le voir à travers la petite vidéo que j'ai faite. Alors, ouais. On a le problème des marchés, le temps qu'ils reçoivent des factures fournisseurs qui sont TVA. On intègre ça là, je ne dis même pas de payer en plus, mais par contre on touche la TVA. Ça ne va pas poser. Ça, c'est un des cas d'usage sur lequel je ne m'exprimerai pas parce que je ne suis pas suffisamment compétent et je ne suis pas fiscaliste. Mais non, il faut pas voir ça de façon pessimiste. Aujourd'hui, il y a 37 cas d'usage qui ont été définis et donc, a priori, ces 37 cas d'usage, alors demain, 42, 43, normalement, tous les cas de facturation en France doivent arriver dans un de ces cas d'usage. Donc, il suffira que nous, on sache c'est dans quel cas d'usage et à partir de là, on paramétrera la plateforme pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, par exemple, prenons le cas, alors c'est pas votre cas, mais c'est un cas que je connais un peu, c'est celui du BTP. Une entreprise de BTP, aujourd'hui, elle doit, avant de facturer son client, quel qu'il soit, demander à un maître d'œuvre de valider la facture. D'accord ? Donc, il y a un tiers valideur. Et dans le cas ça, c'est un cas d'usage qui est prévu. Donc, notre plateforme, plutôt que de faire PA vers PA, elle va faire PA vers valideur, valideur vers PA. D'accord ? Donc, voilà, il suffit de le savoir. D'où le sujet des cas d'usage. Ici, vous avez la description de tous les cas d'usage. Enfin, des 36, moi j'en ai 36, mais voilà. Où là, on a regardé, est-ce que TopSolid est capable de le traiter dans la version 5.16 actuelle? Oui, non. Si c'est... Alors, on va faire autrement. Est-ce que le cas d'usage peut concerner nos clients?
puisqu'il y a des cas d'usage qui ne concernent absolument pas les entreprises équipées de TopSolid. Une fois qu'on a fait ça, on a regardé si le cas d'usage était traité aujourd'hui dans TopSolid. Oui, non. S'il n'est pas traité, eh ben, on a fait un développement dans la 5.19 pour le traiter, notamment la notion de tiers payeur, qui n'existait pas dans TopSolid. La notion d'avoir fournisseur direct. On peut faire un avoir fournisseur dans TopSolid sur une facture, par rapport à une facture, fournisseur par rapport à un bon de retour, mais on ne pouvait pas faire d'avoir direct. Pareil, développement. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des cas d'usage qu'on a recensés et qui peuvent encore évoluer, puisqu'il y en a de nouveaux qui vont arriver. Ensuite, par rapport à ça, le travail qu'on a dû faire, c'est reprendre la norme AFNOR, les sous-normes, et regarder pour chacun des éléments, est-ce qu'on avait les champs dans TopSolid pour traiter les segments de la norme. BG, Si c'est le cas, on a noté le champ pour pouvoir générer le fichier pour Ténor. Si c'est pas le cas, ben pareil, développement. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la facturation électronique, chez nous, ça fait déjà 3 ans qu'elle a démarré. Ça a usé déjà 2 personnes. Il y en a une, la première personne qui a travaillé sur le sujet, elle est partie à la retraite un peu plus tôt, tellement que ça l'a fatiguée. Donc, du coup, pour la remplacer, on a pris quelqu'un d'un peu plus jeune. Voilà, mais c'est... enfin, on a eu aussi l'impression, pendant tout ce temps-là, que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et quand on faisait 3 pas en avant, on faisait 4 pas en arrière. Hein. À un moment donné, on pensait qu'on était prêt, qu'on pouvait envoyer nos factures sur la PPF, et puis là, dans la nuit du 13 au 14 octobre, mon téléphone a sonné, et non, finalement, il fallait tout revoir. Donc c'est là que j'ai appelé Michel à la rescousse. Voilà, enfin, vous imaginez pas, enfin, après, tout le travail qui a dû être fait là-dessus, c'est une usine à gaz. Je l'ai pu le dire oralement à certaines personnes, mais c'est... voilà, on est français. De quelque chose de simple, on a fait quelque chose de compliqué. Alors, qui a le mérite d'être complet. Hein. Enfin, ça a le défaut de ses qualités, ce qu'on a fait. Mais bon, oui, c'est compliqué. Pour répondre à votre question, on est connecté à Chorus Pro aussi. Les dernières infos. Vous voyez, enfin, encore, je n'ai même pas les dernières infos, mais là encore, il y a les normes qui évoluent. Document mis à jour en juillet 2025. C'est terrible. Non, il y a 0,12, 13, 14, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est. Il y en a une, c'est sur les cas d'usage, l'autre, c'est sur les formats, et la troisième, c'est les statuts. Non, elles ne sont pas obsolètes. Enfin, il va peut-être y avoir une nouvelle version. Hein. Oui, après, je sais pas. J'ai vu une norme AFNOR qui était sortie, et 15 jours après, il y a une norme marquée obsolète. En fait, on n'a plus envie de regarder. Ouais. Il y a 0,12, 0,13, 0,14. 0,12, c'est des formats, c'est vraiment des informations générales. 0,13, c'est pour développer les interfaces. Et 0,14, c'est le recensement des cas d'usage. Ouais, on n'est pas rentré dans ce débat sur les interfaces aussi, et sur l'interopérabilité, on pourrait, mais je ne voudrais pas complexifier. Dites-moi. Oui, juste, je reviens sur la question tout à l'heure de madame sur comment nous on va être accompagnés. Justement, ce que vous venez de nous montrer, les cas d'usage, ce qui a été défini entre ce qui a été intégré dans la nouvelle version, qui ne passait pas dans l'ancienne, etc. Est-ce que ça, on va avoir accès à ce genre de référentiel pour que nous, on puisse se préparer? Je pense que c'était une question tout à l'heure. Le référentiel directement, non, parce qu'il est imbuvable. Et on l'a interprété, voilà. Interprétation, ouais, bien sûr. Ce que vous venez de nous montrer, hein, est-ce que nous, on pourrait avoir accès à ça bien sûr. Se dire, tiens, moi, tel et tel client dans tel cas, bien sûr. Comment je renseigne aussi mes fiches, etc. En fait, je crois que les questions tout à l'heure, c'était plus ça. Je me demandais, c'est ce que là, vous allez... Je ne vois pas comment vous allez pouvoir mettre en place la facturation électronique toute seule de votre côté. Il y a forcément, voilà, et les collègues là-bas, il va falloir qu'ils se retroussent les manches pour... D'où la question, je n'ai sûrement pas cette prévention, pas du tout, mais est-ce qu'à un moment, à quel moment, vous, chez TopSolid, vous allez peut-être nous mettre à disposition ça, ou est-ce qu'il faut qu'on vienne, enfin, qu'on vous appelle pour dire, voilà, comment on s'y prend? C'est un vrai projet. Ouais, c'est un vrai projet on doit vous accompagner jusqu'à 2027, voire même un peu plus tard. Donc, forcément, pour vous accompagner, vous allez avoir, nous on a du job, le consultant en aura aussi, mais vous en aurez aussi. Et il va falloir qu'on vous dise, par rapport à l'ensemble des cas d'usage qui vous concernent, qu'est-ce que vous allez devoir faire dans TopSolid pour préparer les données. Donc
Donc, c'est en fait, vous venez faire un audit chez nous. Ouais, enfin, c'est ce qu'on va vous expliquer un peu plus loin dans le slide, mais voilà. Donc, j'ai voulu résumer en QQO, QC l'ensemble des cas de figure qui peuvent concerner nos clients et qui vous concernent. Donc, si on reprend toutes les entreprises assujetties à la TVA en France, donc qui vont être concernées par la réforme de la facturation électronique. Et établi en France. Voilà. Les clients et fournisseurs B2B, les clients B2C et l'administration fiscale. Ça, c'est les 4 éléments qui vont déterminer le qui. Quoi? Eh bien, l'invoicing et les cycles de vie pour toutes les entreprises. Je ne sais pas si tu peux... Oui, bah, après, on l'a dit tout à l'heure, mais pour les clients et les fournisseurs à l'international, bah, il faudra faire des e-reporting sur les factures d'achat et les factures de vente. Pour les clients B2C, il faudra faire du e-reporting de vente B2C. Et puis, à l'administration fiscale, il faudra en effet, sur les fameuses factures de prestations de services, quand vous êtes au régime de TVA, sur les encaissements, il faudra faire un e-reporting de paiement qui ne se traduira que par l'envoi du statut encaissé à l'État. Alors ça sera le statut, plus le numéro de la facture, plus un certain nombre de choses, mais globalement, c'est le statut encaissé, quoi. Alors, où tout ça, ça va se faire, l'origine de tous ces fichiers, de toutes ces informations, ce sera TopSolid, d'accord ? C'est pour ça qu'on travaille ensemble pour que dans un socle commun, ou en tout cas en ayant, on va dire, le plus de choses en commun sur les informations, les cas d'usage, etc. Puisque c'est pour ça que TopSolid se pose la question de dire quels sont chez nos clients a priori les cas d'usage qui vont être utilisés. Voilà, donc ils vont nous donner ça. Puis après, nous, on sera partie prenante, encore une fois, pour contrôler les factures, les transmettre. Y compris parce que ce que vous allez, quand on nous donne une facture X, c'est un original fiscal, donc on n'a pas besoin de le constituer. Donc voilà, nous on se contente de contrôler et de transmettre. Comme on vous l'a dit, au 1er septembre, obligation de recevoir pour tout le monde et obligation d'émettre pour les grands comptes et les ETI. Et au 1er septembre 2027, obligation d'émettre pour tout le monde. Donc en effet, on récupérera, nous, un fichier de vente, de facture de vente qui sera une facture X. Il y aura des API entre TopSolid et nous qui feront que on va se transférer les fichiers. Donc ça sera transparent pour vous aussi. Donc ça veut dire que c'est pas j'exporte de TopSolid et j'importe dans... Non, ouais, voilà. c'est pas... Et c'est surtout, c'est des fichiers constitués. Hein. C'est pas des appels API en base où on va aller prendre les données les unes après les autres pour les agréger. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment un fichier qui est constitué de toutes les informations. Alors, mettre un statut, un workflow en place pour les statuts, oui. Je rappelle juste que sur les factures de vente, vous allez simplement vous nourrir des statuts qu'on va vous donner, enfin que la PA va vous donner, mais par contre en achat, il va falloir que vous fassiez évoluer les statuts. Je rappelle, hein, vous devez à minima donner le statut refusé vers vos fournisseurs. Dans le cas des statuts obligatoires, il y a au moins ce statut-là à mettre. Pardon ? Sauf pour le fournisseur TopSolid, on a fait une exclusion du fournisseur TopSolid chez les clients. D'accord, ah oui. Ils ne pourront pas refuser la facture. Ah ouais. Et puis, oui, il va falloir former les équipes. Alors, former les équipes à l'utilisation de la PA de Ténor, c'est assez trivial. Hein. On se connecte avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. Et ensuite, on va dans des files d'attente où vous verrez, il y a marqué en gros vente, en gros achat. Donc, si vous cliquez sur l'un, vous retrouvez soit dans les factures de vente, soit les factures d'achat. Et après, sur chaque facture, vous la cliquez. En tout cas, sur une facture d'achat, vous pouvez la cliquer et dire, tiens, je change le statut. Encore une fois, je rappelle que dans une phase numéro 1, vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de faire plein de choses à la main. D'accord ? Et combien alors ça va être un coût à la facture ou au document ? On va en parler après là. On va en parler après. Après ? Donc l'implémentation de TopSolid ERP. Puisque là, on a parlé d'éléments de communication, vous avez expliqué
ce que c'était que la RFE. Voilà. Maintenant, dans TopSolid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans TopSolid, quand vous avez créé un mode de règlement virement, ben pour la facturation électronique, ça ne veut rien dire. Donc, il va falloir mettre en corrélation les données qu'il y a dans TopSolid avec les normes de la facturation électronique. Donc, si on prend les paramètres d'ordre généraux, à l'ouvrir, on va parler des modes de règlement, on va parler des modes de transport, on va parler des TVA, on va parler des unités, où là, ben, une unité au 1000, peut-être que ça n'existe plus dans la RFE. Donc, par rapport à tout ça, dans les paramètres de TopSolid, je suis revenu en mode... voilà. Donc, on va falloir qu'on précise, eh bien, quel est, par exemple, pour de l'exonération de TVA, quel est le motif d'exonération? Puisqu'on ne va pas envoyer cette information-là, et uniquement cette information-là dans la facturation électronique, on va envoyer le code VATEX dans le fichier FactureX. Si on prend les devises, c'est pareil, il va y avoir un code ISO. Si on prend les modes de règlement, eh bien, traite ou chèque, c'est ce code-là dans la partie facturation électronique. Si on prend les unités, il va falloir transposer les unités qui existent dans TopSolid ou que vous avez créées à la norme et par rapport au standard correspondant au code ISO 3. Donc déjà, il y a un travail de paramétrage à faire. Ensuite, c'est pas fini. Chaque article dans TopSolid, on va devoir préciser si c'est une prestation, c'est ce qu'on appelle les catégories d'opérations. D'accord? Puisque c'est un champ obligatoire, il va falloir qu'on précise si c'est une livraison de biens ou si c'est une prestation de service. Donc ça, soit on le fait article par article, soit on le met sur les groupes et on demande à TopSolid de mettre à jour tous les articles du groupe ou toute la famille ou toute la sous-famille. Après, ça peut être fait de votre côté. Maintenant, des updates de base de données, tous les articles qui commencent par 23, il faut que ça vienne des prestations de service. Soit vous avez des compétences en SQL pour le faire et vous allez lancer la requête, soit il faudra que nous, on le fasse. Ça ne peut pas être des requêtes standards, puisque c'est lié à votre base article. Ou alors, vous les faites à la main, à la facturation, ligne de facture par ligne de facture, puisqu'on va mettre en place un mécanisme d'héritage. C'est-à-dire que mon article, il aura une catégorie d'opération. Quand il va être consommé dans une commande client, cette information va revenir et pourra être modifiée. On va la retrouver dans le BL, on va la retrouver dans la facture. Et c'est cette information-là qui va descendre dans le fichier hybride XML et PDF qui définissent le format FactureX. De la même façon, au niveau du fichier client, il va falloir définir si le client, Aéroval, par hasard, voilà, il a quel profil? Est-ce qu'il est soumis à l'invoicing ou l'e-reporting? Il va falloir renseigner ou automatiser le renseignement lié à l'adresse de facturation, où là, on va préciser le code routage invoicing qui provient de l'annuaire. Donc, soit on arrive à capter l'information parce qu'il y a suffisamment d'infos de renseigner dans la fiche client par rapport aux sirènes, sirettes et code service. Et là, on va pouvoir récupérer l'élément de facturation électronique. Si vous n'avez pas renseigné un minimum d'informations au niveau de la fiche client, on ne pourra pas capter cette info. Donc, il y a du travail préparatoire à faire pour rendre exportable la facture. Exportable. On ne parle pas de réception, ici, on parle d'émission. Le code service, c'est quoi? C'est un code qui est à la discrétion des entreprises qui reçoivent pour dire, voilà, je veux qu'à ce code service soit associée une PA. Imaginez par exemple que vous décidiez de dire, j'ai une société avec son sirène, on va faire simple, j'ai un seul établissement, mais j'ai 2 services, et pour X raisons, il y en a un, c'est la prod, l'autre, c'est les frais généraux. Je vais donner ça à une PA et le reste à une autre PA. Alors, donc, dans l'annuaire, vous allez faire sirène,
underscore votre SIRET, underscore, je dis n'importe quoi, FG, et vous allez faire sirène, underscore SIRET, underscore prod. D'accord? Et donc, en fait, en face de ces deux adresses électroniques-là, vous allez mettre le nom d'une PA et vous allez mettre le nom de l'autre PA. Donc, en fait, ce code service, c'est vraiment, vous mettez ce que vous voulez, Ah oui, c'est nous qui le définissons. c'est vous qui le Ouais, c'est ça, en définissez. fait. Ouais. Nous, en tant que PA de réception pour vous, si c'est nous, on va aller mettre ça dans l'annuaire, en fait. Et donc, c'est comme ça que vos fournisseurs vont identifier la PA d'émission, de réception, pardon. D'accord? Donc ça veut dire que de toute façon, le travail sur la base de données, on ne pourra pas le faire avant d'avoir déployé la 5.19. Ah oui. Parce que les champs ne sont pas là aujourd'hui. Ah oui. Donc aujourd'hui, on ne fait rien en fait. Bah, à part mettre un sirène et encore. Oui. Puisque de toute manière, il faudra le véhiculer derrière dans d'autres champs. On peut rien faire. On ne peut rien faire à ce jour tant qu'on a la version 5.7 et 5.12. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous préparer à la réception au minima avec la PA. Voilà. Ça, vous nous direz dans quelles conditions. Moi ou le commercial qui va... il s'endort. Non, il s'est pas endormi, pardon. Malgré tout, il y a quand même des informations qu'on peut, dans la version actuelle, en attendant le passage nouvelle, checker pour être sûr qu'elles sont bien renseignées, Oui. et que quand on migre, elles restent. déjà complètes. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, on pourrait avoir un outil, une liste de ce qu'on doit déjà checker dans la version nouvelle? Oui, tout à fait. C'est- Mais c'est il pas y a ça, possible il y a ça. un petit peu Ouais. d'anticiper, comme on l'a fait Ah oui, bien sûr. tout à l'heure, d'anticiper. Mais il y a encore, il y a même d'autres sujets que vous pourriez anticiper. Le document facture que vous utilisez aujourd'hui, c'est celui qu'on va générer en tant que PDF. Imaginez que vous avez un état pour faire les factures normales et un état pour faire les factures d'acompte. Vous avez créé deux reports différents. C'est mort. C'est mort. Il faut avoir un seul report. Le report, si il a été bien conçu, ça va. S'il a été mal conçu, il va falloir le reprendre. Pourquoi? Parce qu'un report ne peut pas faire plus de 250 kilos. S'il fait plus de 250 kilos, c'est deux factures qui vont être envoyées. C'est le coût de deux factures. Si mon report fait 350 kilos, octets, il va y avoir le coût de deux transactions. Donc c'est pareil, il faut optimiser le document. Et ça, vous avez des documents à nous transmettre pour spécifier toutes ces choses-là? Parce que vous me dites 250 kilos, vous le savez, vous êtes bien placé. Oui. Mais est-ce que nous, on va avoir cette information disponible rapidement? Alors, le problème, c'est que ces infos-là peuvent encore évoluer du jour au lendemain. Ah ouais, bah ouais, c'est bien notre problème. Donc, on va pas vous diffuser des informations aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas une source fiable et définitive. Maintenant, pour répondre à votre question, une fois que l'ensemble des personnes qui seront là sont en capacité de vous transmettre les informations de façon claire, et ça, l'objectif, c'est début d'année prochaine, janvier, mais ça va revenir dans un slide suivant, on sera en capacité de vous fournir tous les éléments afin de préparer. Mais on transmettra les infos qu'on a. Si c'est aujourd'hui 250 kilos, on se basera sur 250 kilos. Notre document standard aujourd'hui, qu'on a refait au niveau facturation, il fait 80 kilos alimentés. Donc, vous pourriez aussi imaginer que vous reprenez le document standard et c'est lui qui devient votre document référence, puisqu'en gros, le PDF, il ne sert pas à grand-chose. Et il servira de moins en moins. C'est le fichier XML associé qui sert. Donc, que vous ayez une facture en rouge, en vert ou en bleu, on s'en fiche presque. Et puis, on peut imaginer qu'en effet, dans quelques mois après la réforme, les gens abandonneront l'idée de regarder les lisibles. Ça s'intégrera directement dans les ERP et c'est pas ça qu'ils n'auront pas à voir le lisible PDF. Donc c'est une pratique qui va s'arrêter, ça. C'est comme les commentaires sur les factures. On peut plus faire ce qu'on veut. Il y a des règles. Ça va être ce qu'on appelle des notes de facture. Après, on pourra toujours mettre des pièces jointes, mais bon, ça coûte plus cher, quoi. Des notes de facture, donc en-tête ou en ligne. Ces notes de facture, elles sont régies, pareil, par des règles. Donc, il y a un travail en termes de facturation sur la facture en elle-même, mais aussi en amont pour préparer
et pour être prêt pour septembre 2027. Donc c'est pour ça qu'on a voulu anticiper quand même et se prendre à peu près 2 ans à l'avance pour vous réunir et vous expliquer tout ça. Voilà, donc on a des données de référence, hein, on a alimenté, vous avez dans TopSolid des données de référence, vous avez des codes standardisés, donc ça c'est pas à vous de les saisir, on a alimenté TopSolid avec tous les codes standardisés et après à vous de faire la jointure entre les éléments, voilà, à gauche, interne ou à droite, pour ceux qui s'en souviennent un peu. Voilà, donc il faut travailler les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, et puis aussi bien sûr au niveau de l'identification de votre société, en rappelant voilà, que Ténor met à disposition une copie de l'annuaire des entreprises consultables via API, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Petite présentation du module FactureX, je rentrais dedans tout à l'heure, il est 59. Voilà, donc on part d'un bon de livraison dans TopSolid, on va faire la facture. Voilà, cette facture, elle a des champs obligatoires. Voilà, ils sont en bleu là-bas, on les voit. Hein, donc il faut, si le taux de TVA, la catégorie de TVA n'est pas renseignée, eh ben, on ne peut pas enregistrer la facture. Si le taux de TVA n'est pas renseigné, on ne peut pas générer la facture en automatique. Ensuite, on va aller dans le module FactureX, on va sélectionner la facture ou les factures qu'on veut envoyer, et là, TopSolid ERP va vous générer le fichier PDF, voilà, avec ici le fichier XML associé. Alors, on pourrait rentrer dans le détail sur le contenu du fichier XML, mais voilà ce qu'on envoie à Ténor pour être traité, puisque ça, c'est le format du fichier FactureX. Donc ça, c'est la partie émission. La partie réception, on va récupérer de la part de nos fournisseurs, de la part de Ténor, la liste des factures qui ont été reçues de la part des fournisseurs. Il y a des factures qu'on a réussi à rapprocher automatiquement, puisqu'il y a une commande d'achat, il y a une réception. Donc la facture va prendre différents statuts, et là on va retrouver les lignes de facture qui ont été rapprochées automatiquement. C'est là où vous pouvez avoir un gain au niveau administratif. D'accord ? Par contre, il pourra y avoir des factures qu'on n'arrivera pas à rapprocher, notamment la facture d'EDF. Et là, on va rajouter sur l'écran qu'on a vu un code comptable qui vous permettra de faire l'affectation comptable de la facture d'EDF, qui partira dans la compta, d'accord, comme une facture classique. Voilà. Ok, donc voilà, là c'est l'intérêt d'avoir une interconnexion et d'avoir ce module FactureX pour la partie réception. Mais dans un premier temps, ça fait peut-être une fois qu'on le dit, c'est pas nécessaire. Mais n'attendez pas trop longtemps non plus pour démarrer avec la 5.19 et être tranquille, parce que nous, forcément, au niveau consultant, on va aussi avoir un goulet d'étranglement. On a 500 clients, on ne peut pas tous les installer en même temps. Les clients, vous voulez être installé, ce que je comprends, le vendredi après-midi. Il y a 52 vendredis après-midi dans une AD, il y en a 40 de travailler, quelque chose comme ça. Donc, comme disait dans Père Noël est une ordure, voilà, ZZ épouse X, ça rentre peut-être pas dans la case, quoi. Va falloir s'organiser. Donc nous, notre priorité aujourd'hui, c'est pour les entreprises qui doivent émettre à partir de janvier 2026, c'est-à-dire nos clients du Benelux. On a des clients en Belgique et au Luxembourg, et c'est eux qui sont prioritaires, puisque dans 2 mois, il faut qu'ils soient opérationnels sur la partie émission. Aujourd'hui, on peut déjà prévoir l'installation de la nouvelle source. À partir de janvier, ouais. À partir de janvier. Ouais. En attendant, faites la cartographie de vos flux. Vous facturez par quel outil? Je peux vous citer une anecdote qui m'est arrivée il y a la semaine dernière. On fait une réunion de travail avec un ERP, etc. Puis à un moment donné, il y a une personne qui lève la main juste à la fin, au moment où on allait partir, et qui nous dit « Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, mais on a des factures sous Word, nous. » Moi, sous Excel. Bah, c'est pareil. Donc le sujet, en fait, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien ou c'est pas bien, c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ce sujet. D'abord, demain c'est interdit, mais ça c'est un autre débat. Pourquoi? Parce qu'un Excel, ça va pas produire un FactureX, hein, ça va produire un PDF dans le meilleur des cas.
Ça, c'est le premier point, mais c'est surtout qu'il va falloir remplacer cette facturation Word, Excel par quelque chose. Et surtout, ne pas l'oublier. Parce que si vous l'oubliez au moment où on tourne la clé et qu'on est en production, il n'y a aucune facture qui, avant, était une base Excel qui vont partir. Donc, ça peut être un problème. Ouais, c'est la société qui loue le bâtiment. Oui, mais vous pouvez faire une facture directe dans TopSolid, avec un article générique Et nous, il y a une autre façon de faire aussi, c'est que dans l'interface de la PA, vous aurez la possibilité de saisir des factures à la main. C'est-à-dire vous décrirez des articles, vous décrirez des désignations, des prix, etc. Et à la fin, quand vous cliquerez pour envoyer la facture, ça la transformera en facture X. c'est peut-être la solution pour madame. Parce qu'en fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que c'est pour une autre société, mais elle n'est pas en multisociété avec TopSolid. N'oubliez pas non plus que les intercos, les factures interco, ça rentre dans le cadre de la réforme. Donc si vous aviez l'habitude jusqu'à présent de dire hop, 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 c'est pas grave, tour de passe-passe, on fait une écriture comptable de base comptable à base comptable entre deux sociétés, non, ça c'est fini, il faut émettre les factures de façon officielle. Donc il faut rajouter les factures interco. Et donc, encore une fois, vos fiches tiers clients, commencez par y mettre les sirènes, je pense que déjà ça sera déjà beaucoup. Deuxième sujet, faites tous les cas d'usage, regardez tous vos cas de facturation, observez quelles sont toutes les applications qui émettent des factures, y compris Excel, Word, j'en passe et des meilleurs. Et une fois que vous aurez déjà fait ça, en attendant janvier de pouvoir de migrer en 5.19, vous aurez fait une partie du chemin. Alors, je ne vais pas continuer à vous faire peur, mais il n'y a pas que des cas d'usage. Il y a aussi des éléments de facturation qui ne passent pas dans la facturation électronique. C'est-à-dire que si vous avez des numéros de facture avec un dièse, par exemple, alors pourquoi vous avez fait ça, j'en sais rien, TopSolid, il accepte, il n'y a pas de raison. On n'avait pas une boule de cristal pour savoir que la facturation électronique allait interdire un dièse dans un numéro de facture. Les formats de montant, hein, pas plus de 2 décimales. D'accord ? Donc il va falloir mettre des articles au 1000. Voilà. Alors des montants négatifs, ce n'était pas le cas avec TopSolid RP, mais pour ceux qui s'en souviennent, avec GPS, on pouvait faire des factures négatives. Et donc, GPS, il n'est pas éligible à la facturation électronique. Mais enfin, il est mort de sa belle mort. Voilà. Je suis un peu plus dubitatif sur les caractères spéciaux. Ah si. Je me suis renseigné, le dièse, le slash, il est autorisé. Oui. Oui, c'est format autorisé. Format autorisé. Hein, j'ai le droit de mettre des espaces. Voilà, j'ai le droit de mettre des espaces, des tirets, des plus, des underscores, des slash. Je le lisais à l'envers. S'il te plaît. S'il te plaît. Juste une question, si on fait de l'affacturage. Oui, alors ça, c'est pareil, un cas d'usage. Laissez-lui poser la question. Non, mais du coup, comment ça se passe, quoi? Eh bien, il faut revoir tout le mécanisme qu'on a mis en place. Il ne saura pas répondre. Alors moi, je vous le disais, je ne suis pas un fiscaliste, mais l'affacturage fait partie des cas d'usage. Donc, en fait, le processus et le flux de fichiers, de données, il est décrit dans le cas d'usage. Et donc ça, nous, on a pris l'engagement de traiter tous les cas d'usage. Et donc, ça sera traité par notre plateforme. Comment? Je ne sais pas vous expliquer, parce qu'encore une fois, je ne sais pas comment vont partir les choses, mais c'est prévu. Enfin, ce n'est pas un souci, la facturage. Dans TopSolid, la partie affacturage, ça a été traité avec des attributs supplémentaires. Bien évidemment, les attributs supplémentaires ne sont pas véhiculés dans le message. Donc, on a développé la réelle notion d'affacturage dans l'ERP, avec la notion également de tiers payeur qui n'existait pas dans l'ERP, c'est-à-dire que j'envoie la facture à une entreprise et voilà, donc dans les tiers, vous avez la déclaration des tiers payeurs et donc des sociétés qui vont régler la facture. Voilà. Donc tout ça, ça a été pris en compte. C'était un cas d'usage assez fréquent chez nos clients, l'affacturage. Donc ce point-là, on ne s'est absolument pas posé la question de savoir ce qu'on devait faire. Il a fallu qu'on développe hors magouille, si on peut dire ça. Voilà. Une question, les facturations au débit. Oui. Avec des GL2, par exemple, ça existera toujours ou ça Oui. sera en parallèle de la facturation électronique? Non, les formats EDI du type Edifact,
sont totalement des formats autorisés par la réforme à partir du moment où ça respecte la norme EN 16931. Donc voilà, un D96A, une facture invoice D96A qui partirait vers la GSB, c'est totalement admis. Donc le double émission, c'est. Ah non, alors, pour le coup, parce que oui, alors vous avez raison. Je pense que jusqu'à présent, on ne parlait pas d'EDI fiscal, on faisait de l'EDI. C'est-à-dire qu'on envoyait une facture en D96A, il n'était pas exclu qu'on envoie une facture au format PDF en parallèle. D'accord ? Ça, c'est interdit demain. Vous n'avez pas le droit d'envoyer par 2 canaux différents la même facture. Donc ça sera soit de l'EDI, soit du facture X ou autre chose. Mais si ça reste de l'EDI... Pardon ? Le prestataire va être obligé aussi d'améliorer ou de changer certaines choses alors. Bah non, parce que la facture EDI qu'il recevait de votre part, en fait, lui, il s'en servait pour l'intégrer automatiquement dans ses applications. Donc ça, c'était une intégration simple. Ça, il n'en demeure pas moins vrai, sans doute, que les comptables à la compta fournisseur utilisez votre lisible que vous envoyez en parallèle pour pouvoir faire, je ne sais pas quoi, un rapprochement à la main. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient, mais peu importe. Ça, c'est interdit demain. Mais ça ne change rien parce qu'avec l'EDI, de la même manière avec le format EDI, la plateforme de réception, elle a l'obligation de recréer un lisible en automatique. Donc, de toute façon, votre client, non seulement il aura le format EDI qui est l'original fiscal et ce qui a la valeur probante, et en même temps, ils pourront se faire recalculer un lisible qui aura a priori pas la tête de celui que vous auriez envoyé, mais peu importe, c'est pas le sujet. Non, le format EDI, c'est bon. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'on allait peut-être rapidement abandonner les lisibles, notamment quand on reçoit une facture de fournisseur, c'est valable quand on ne fait pas l'intégration, quand on fait l'intégration dans TopSolid. Il faudra forcément le lisible. Parce que voilà, nous, c'est pas le cas. On n'a pas là, des banques ne peuvent pas prêter l'achat. Donc, je dis, par contre, si on ne passe pas à ce stade-là. Pourquoi ? Parce que ça passe par un OCR dans TopSolid ? Non, absolument pas. Non, mais là, on va récupérer un lisible de la part du fournisseur. Oui, parce que vous allez, on suppose qu'on n'a pas de liaison avec TopSolid. Ah oui, d'accord. Donc vous avez généré un lisible, on l'imprime ce lisible, et on vient saisir la facture en compta, puisque vous n'avez pas aujourd'hui de... voilà. Ce qui est dommage, mais... Mais en revanche, quand vous aurez fait l'intégration, là, pour le coup, on enverra bien un fichier structuré dans l'application. C'est pareil, tout ça, en fait, ça remet aussi en question du côté comptable. On peut avoir aussi des logiciels comptables où on reçoit les factures fournisseurs et l'écriture se passe directement dans le système comptable. Donc, ce qui évite de faire une intégration entre TopSolid et la compta. Donc, tout ça aussi, il faut que ce soit réfléchi peut-être différemment par rapport aux nouvelles que ça. Les solutions, les avait via la compta. Alors, on a plutôt une solution pour chaque problème. C'est-à-dire que globalement, ce que vous dites là, ce qui serait bien, c'est que ça rentre dans TopSolid, si je comprends bien, hein, et en même temps que ça rentre dans la compta en automatique. Du coup, on passe la liaison. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une liaison qui est déjà, ça rentre dans TopSolid et ça se déverse en compta. D'accord ? Moi, je ne sais pas si je remettrais, je ne sais pas si je couperais cette liaison-là au profit de celle-là. Ça ne se déverse pas ? Ah, ok. Pour le cas de figure de madame, on a 80 ou 90% des entreprises équipées de TopSolid RP qui ont une liaison journal des ventes, journal des achats. Mais réponse, oui, on peut. Oui, on peut, bien sûr. Absolument, on pourra. On fera rentrer soit un C2I XML, soit, j'en sais rien, un CSV qui s'intégrera dans votre compta. Vous avez quoi comme compta ? Cégide, donc un fichier TRA. Non, mais c'est des choses qu'on sait faire, Michel, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. On le fait pour les ventes, pour les achats, voilà. Je voulais juste montrer quelque chose dont on a parlé, c'est la partie émission. Voilà. Ici, j'ai la liste des factures à envoyer à Michel. Il y a des factures qui ne sont pas éligibles. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ce client-là, il lui manque son TVA extra-communautaire. Donc, je vous parlais tout à l'heure du contrôle dans TopSolid. Si la facture ne peut pas être transmise, elle est identifiée et puis ce sera à vous d'aller modifier ces informations. Si on récupère ces infos sous forme de tableau, on pourra mettre à jour aussi
les éléments dans Topsolid sous forme de, sous forme de travail de masse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous nous fournissez, même en 5.16, vous nous fournissez un fichier Excel avec les codes sirènes, et puis la raison sociale du client, on peut alimenter les codes sirènes pour préparer la mise en place de la facturation électronique. Donc, si ma facture, par contre, a pu être envoyée, hein, eh bien, si je prends celle-ci, là, voilà, je vais la générer. Ce que je vous montrais tout à l'heure en vidéo. Voilà, je vais la sélectionner et je vais la générer. Voilà, donc il va me générer le PDF et puis il va me générer le fichier XML correspondant. Voilà, donc ça, c'est le document standard, voilà, en PDF. Et comme disait tout à l'heure Michel, avec le petit trombone, on retrouve le fichier XML avec l'ensemble des éléments. Voilà. Donc, il y a une partie identification de l'entreprise, il y a une partie mode de règlement, hein, virement, chèque, etc., avec les références bancaires dans le cas du virement. Et puis après, il y a le détail des lignes de facture. Et ensuite, à la fin, il y a le total général. Voilà. Donc, ce fichier, il n'est pas lisible. C'est pour ça qu'on a voulu passer sur un format hybride et avoir déjà, dans un premier temps, la vision du PDF. Voilà. Il faut juste que ce PDF ne fasse pas plus de 250 kg. Sinon, ça coûte deux factures. Voilà pour ça. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Conditions générales de vente. On n'est plus avec la facture. Alors, il n'y a pas de pièce jointe de générer dans le fichier. Aujourd'hui, quand vous envoyez un PDF, on met les conditions générales de vente. Là, ça va plus fonctionner comme ça. Ou alors, c'est un coût supplémentaire au niveau de l'APA, où là, ils peuvent aller chercher les conditions générales de vente. Enfin, plus cher si vous dépassez les 250 kilooctets. Si ça dépasse pas, c'est pas plus cher. Parce qu'après, les conditions générales de vente pourraient être en deuxième page du document. D'accord? Ah oui, d'accord. On voit la taille que ça donne. Ah ouais. Pareil avec les emplettes et les graphistes. Il y a un graphiste, moi, c'est notre structure. Ah oui, si vous avez intégré des images sur votre facture, ça fait plus de 250 kg, il y a fort à gagner. Ça peut faire 10 mégas le document. C'est pour ça aussi qu'il peut être long à imprimer. Oui, non, on n'est quand même pas à ce niveau-là. Non, mais il y en a ici, oui. Donc, voilà.